je suis paysan. Je suis paysan et je travaille avec des ânes. Alors mes parents sont agriculteurs dans le Berry, à côté de la Chatte, en Bourdelin. Alors ils sont en polyculture élevage, donc ils ont un peu de céréales, des vaches allaitantes, des charolaises. Alors quand je dis ils sont, en fait c'est pas tout à fait vrai. C'est mon père qui est agriculteur. Ma mère, elle, est sans profession. Comme toutes les femmes de cette époque-là, elle s'occupe des vaches laitières, elle fait du fromage, elle fait du beurre, elle s'occupe des cochons, du poulet, elle fait le ménage, la vaisselle, la bouffe. En fait, elle exerce sans profession. Pourtant, que la montagne, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Alors Jean Ferrat a écrit cette chanson. Donc c'était mon premier acte de rebelle. Et moi, à cette époque-là, il y avait aussi un mec, un paysan, qui était un vrai rebelle. Il faut que je vous parle de ce pays. Il y a un documentaire qui est encore aujourd'hui en vente à l'association Voir et Agir, qui s'appelle Paysans rebelles. Moi, je l'ai découvert en 2004, ce gars-là. 20 ans après sa mort. 20 ans après sa mort, il y a eu tout un tas d'actions qui présentaient les actions que ce gars-là avait eues. Alors bien sûr, il s'agit de Bernard Lambert. En 1970, il a écrit un bouquin qui a été une vraie bombe dans le milieu agricole, qui s'appelle Les paysans de la lutte des classes. On en reparlera. Je travaillais, et donc je gagnais un peu d'argent. Parce qu'en plus, le pater, non seulement il nous faisait trimer, bon, il nous donnait bien une pièce pour aller au bal. Hein. Une pièce, mais pas deux. Hein. Et puis là, ça y est, quoi, je touchais de l'argent. Voilà, j'étais fier. Là, j'étais fier. Puis alors, j'allais au bal. Alors moi, j'étais pas un rebelle en musique. Ah non. Moi, j'allais au bal musette. Et là-bas, à la Chatte, on avait un orchestre qui s'appelait Jojo Laflamme. Et il nous faisait du musette. Il y avait des valses, des marches, des tambours, quelques robes. Mais bon, il y avait des slows. Moi, j'y allais pour les slows. Puis là, je l'ai remarqué tout de suite. Ah ouais. Elle avait un pull rouge. Faut dire qu'elle était belle, comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle, et je ne suis pas beau. Ouais, il faut que je vous parle de ma rencontre avec Daniel, parce que vous allez en entendre parler de Daniel. On s'est installé paysan, mais souvent, quand on est installé paysan, on est installé en couple. Alors avec Daniel, on avait tout pour s'entendre. Absolument tout. Elle était d'une famille de droite. J'étais issu d'une famille de gauche, enfin, je dirais aujourd'hui socialiste. Mais j'ai appris beaucoup de choses en regardant Daniel. Parce qu'elle n'y connaissait rien. Moi, j'ai reproduit ce que mes parents faisaient. On va te la choper! Mais alors, elle, avec ses 42 kilos toute mouillée sur 1m53, elle n'essayait pas de la choper. Hein. Là, je vous garantis quoi, il fait 80 kilos, on s'en fout, on le prend, j'accroche à un mur, je le mets, lui presse les poumons là. Il faut qu'il dégueule cette merde qu'il a dans la gueule. Il a du crash. Et puis là, il va la cracher ou pas. Et puis là, je regarde, son cœur, il bat toujours quoi. Ah ouais, c'est bon. Allez, là il a plus d'air, maintenant je lui souffle dans le nez, une fois, deux fois, et puis là le nouveau, il gueule. Que c'est beau la vie. C'est un véritable drame, et il y a un vrai déni de la profession sur ce problème, et en particulier du syndicat majoritaire. Il y a quand même une superbe association, alors je ne sais pas si elle est présente en Indre-et-Loire, mais elle est présente un peu partout en France, qui s'appelle Solidarité Paysan, qui fait un super boulot, justement pour aider les paysans en difficulté, qui les aide au moins à affronter les banques et les fournisseurs,
et essayent au moins de défendre leur mérite. Alors comment ça c'est possible? Comment passer simplement les vaches du maïs à l'herbe va nous permettre de gagner plus d'argent. Alors le maïs c'est une plante fantastique. Vous la semez au mois de mai, et puis 5 mois après, vous avez des rendements fantastiques. 14 tonnes de matière sèche, 50 tonnes brutes, enfin c'est un truc, c'est magique. C'est magique à la condition que déjà il faut utiliser des semences certifiées. Donc, tous les ans, il faut acheter ces semences hybrides certifiées. Et en plus, c'est super fragile, parce qu'on met une graine tous les 18 cm, avec un écartement de 75 cm entre rangs. Donc s'il y a un grain qui est bouffé par quelque chose, déjà on perd du rendement. Donc, et en particulier les insectes. Donc on met un insecticide dans le rang pour protéger le maïs, pour pas qu'il soit attaqué par les insectes. Et puis à la levée, il faut faire vachement attention parce que si les mauvaises herbes prennent le dessus, ben, le maïs ne va pas faire son gros potentiel. Donc il faut désherber. On désherbe une fois, voire 2 fois, quelquefois 3 fois. En Bretagne, on n'a pas de chance parce qu'il pleut souvent, donc les mauvaises herbes germent facilement. Et puis une fois qu'on a ça, en plus, c'est une plante qui est très riche en énergie, mais qu'il va falloir qu'on complémente avec une source azotée, des protéines. Une vache qui bouffe de l'herbe de très bonne qualité, peut produire 35 kg de lait sans rien. Pour faire la même chose avec du maïs, il faut lui apporter au moins 3 kg de soja. Alors moi, il y a 2 choses sur lesquelles je veux insister. D'abord, pour moi, il y a 2 types d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs, et puis il y a des gars comme celui que j'ai décrit tout à l'heure, les mecs qui ne sont pas des agriculteurs, qui sont plutôt des industriels. C'est des gens qui... les paysans, eux, ils veulent faire vivre leur famille, avec la surface qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont. Mais eux, ils veulent surtout faire du fric. Ce sont des vrais capitalistes. Et souvent, quand on les nomme comme gros paysans, ça les valorise, ce qu'on-là. Ouais, t'es des gros paysans, ah oui, je suis une grosse ferme. Alors moi, je disais non, c'est des industriels, c'est des petits industriels. Quand on a fait la visite de la ferme, tout était nickel chez lui. Il n'y avait même pas un brin de paille qui dépassait. Et puis ce mec-là, il a choisi de rester à 16 hectares. Lui, il avait une expression, moi je trouvais magique. Il disait, moi je préfère m'asseoir par terre plutôt que travailler durement pour m'acheter un salon dans lequel je ne m'assoirai jamais. Paysan sage. Alors que pourtant la PAC, ça pourrait être une super chose, quoi. Enfin, on pourrait faire un vrai système économique. Enfin, moi, je suis pour la PAC. Je suis pour la souveraineté européenne au niveau alimentaire. Qu'on décide qu'effectivement, on produise ce qu'on a besoin en Europe. Qu'on mette effectivement des barrières douanières, et qu'on permette d'ailleurs aux autres pays, en Afrique, en Amérique latine, de faire la même chose. Ça pourrait être un super... Et c'est pas si dur que ça, on l'a fait en 62. On avait tous les éléments pour le faire. Après, il suffit simplement de mettre en place des quotas. Alors, je vais même plus loin que ça. Les copains, là, des paysans travailleurs, Bernard Lampert et compagnie, ils allaient même plus loin que les quotas. Ils parlaient de quantum, ils parlaient de quotas par travailleur. Et c'est faisable encore. Ah ouais. En janvier-février, on fait une traite par jour. Daniel fait la traite. Moi, je nettoie, je donne à manger aux vaches. 2 heures par jour. Par 7 jours, ça fait 14 heures par semaine. Enfin, la honte, quoi. La pire des hontes. Mais ça, c'est le moment, je pense vraiment, où j'ai pris conscience, politiquement, de ce que je devais faire, ne pas faire. Avoir du temps libre, c'est hyper subversif. Là, Daniel a dit, mais attends, on a décidé tous les deux, hein. T'es pas le centre du monde, hein. Ah ouais, je la prenais pour de la merde, comme si moi j'avais décidé tout ça. Alors il y a des copains, pas du tout macho, quand je raconte cette anecdote, ils me disent, bah, t'es pas macho quand tu fais ça. C'est si tu l'avais engueulé que... Ouais, ils sont pas du tout macho, hein. Alors moi, là, dans ce cas-là, je dis, on peut être macho et con. Et puis j'avais des ânes, et je me suis mis à travailler avec. Puis il y a une association en France qui s'appelle Provata, Promotion du matériel moderne de traction animale. En fait, c'est des paysans de l'Ariège qui, avec un gars qui a beaucoup travaillé dans les pays d'Afrique,
a conçu un porte-outils qui permet d'avoir tous les outils. Et c'est plus du gros matériel comme on l'avait en traction animale avec les chevaux. Et là, c'est un outil tout facile à utiliser que tout le monde peut utiliser.